Justement, ces accusations s'inscrivent dans une continuité, on va dire, rhétorique. Niamey a toujours pointé du doigt ces trois pays, les accusant de justement soutenir des tentatives de déstabilisation, pas qu'au Niger, mais également dans l'AES dans son ensemble. Quelles conséquences ces déclarations peuvent-elles avoir sur les relations diplomatiques déjà très tendues, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Bénin? Oui, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Et il n'y a pas que le général Abdelamantiani, c'est toute l'AES qui a régulièrement pointé du doigt justement non seulement la France, mais aussi certains présidents dans la région qui entretiennent d'excellentes relations avec la France. Donc je pense que c'est encore une nouvelle étape qui est décrochée dans les accusations mutuelles et par l'incapacité, mais l'absence de coopération en cette matière. C'est vrai que c'est déplorable. Et qu'il vous souvienne que le 7 décembre dernier, il y a eu une tentative de coup d'État manqué au Bénin. C'est vrai, à l'époque, après l'attentat, après le putsch manqué, les autorités béninoises ont affirmé que le coup serait préparé et venu donc de certaines autorités civiles et militaires dans le voisinage, sans toutefois nommer directement de qui il est question, de quel chef d'État il s'agissait. Mais certains médias proches du pouvoir béninois ont indexé clairement le Niger, ont indexé le général Tchani. Bon, donc en réalité, nous sommes dans une situation où à chaque fois, des dirigeants qui sont censés coopérer ne font que s'accuser mutuellement, totalement au mépris de la lutte d'une nation, des actions coordonnées de synergie d'action entre les pays. Et d'où la question, mais finalement, à qui profite justement l'entretien de ces tensions qui sont lises? Oui, absolument. On dirait qu'il y a des gens ou des structures ou en tout cas, il y a des personnes qui n'ont pas intérêt que les Africains coopèrent entre eux. Et ça m'a tout l'air, puisque aujourd'hui, on est à un stade où vraiment, entre le Bénin et le Niger, le torchon brûle, et depuis plusieurs années, et que terriblement, ce problème n'arrive pas à trouver de solution, et que la frontière du Bénin, la frontière de Gaïa, entre le Bénin et le Niger, est restée fermée, ce qui creuse la pauvreté et qui alimente, parce que vous savez que la pauvreté est aussi quelque part un terreau fertile pour les recruteurs de terroristes. Donc, on dirait vraiment qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les pays de l'AES et le Bénin ne s'entendent pas. Bon, maintenant, est-ce que les présidents, à un moment donné, ne vont pas se voir pour transcender cette crise presque inutile qui est perdue et pour pouvoir véritablement travailler pour la sécurité de la sécurisation de la région? Est-ce que ce n'est pas là l'intérêt des Africains? L'attaque de Niamey... Que révèlent justement ces événements concrètement, selon vous, tant sur la situation même sécuritaire au Niger? Non, la situation sécuritaire, la situation sécuritaire, ça veut dire tout simplement que le Niger doit renforcer sa sécurité davantage et que la pression est en train aussi de monter sérieusement sur le dispositif sécuritaire, pas seulement du Niger, mais aussi des pays de l'AES. N'oubliez pas qu'en décembre dernier, lors du sommet, et aussi vous voulez de la conférence des chefs d'État de l'AES, il y a eu des décisions importantes qui sont prises. Donc l'AES a retrouvé une souveraineté surtout sur ces matières premières. Et puis évidemment, ceux qui en profitaient aujourd'hui n'arrivent plus à profiter de ça et ça fait mal. Donc, et puis il n'est pas erroné de penser qu'effectivement, la France ne se retrouve plus du tout en matière de ressources minières dans le Sahel. Est-ce que ce n'est pas tout ceci qui amène à accentuer la pression sécuritaire sur les pays de l'AES? Je pense que cette question, et tout le monde la comprend, tout le monde comprend les enjeux. En un mois, l'AES, l'espace donc a vécu deux tentatives de déstabilisation. Est-ce que cela ne met pas à mal les stratégies communes de lutte contre le terrorisme? Non, ce ne sont pas... Oui, la stratégie commune de lutte contre le terrorisme plus généralement étendue à la région. Parce qu'il y a plusieurs pays frontaliers. Enfin, vous prenez, oui, le Bénin et le Niger et le Burkina ne coopèrent pas. Or, on devrait sentir à ce niveau-là une synergie d'action pour limiter le mouvement des djihadistes et pouvoir les étouffer. Bon, et en l'absence de cette coopération et même d'échange de renseignements, c'est un manque à gagner pour l'impact que pouvait générer donc, la lutte antiterroriste. Ça, c'est clair. Bon, maintenant... en ce qui concerne l'AES, ce n'est pas que les armées de l'AES ne sont pas à la hauteur de la mission, bien au contraire. Elles arrivent à générer des résultats. Mais vous savez qu'au fur et à mesure qu'ils avancent, ces pays de l'AES et leurs armées, la pression s'accentue. Et elle n'est pas que sécuritaire, elle est également économique. Donc, et de ce point de vue-là,
les armées et les populations sahéliennes ont très bien compris les enjeux qu'il n'y a pas de liberté sans sacrifice. L'aéroport de Niamey au Niger donc, qui a subi un attentat terroriste dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier. Suite aux événements, vos analyses, Didier Alou, est-ce qu'il existe un risque d'escalade diplomatique ou sécuritaire dans la sous-région, même à la suite de cet événement? Oui, escalade diplomatique, oui, puisque aujourd'hui, avec justement la dénonciation du général Tiani, et ça va certainement approfondir donc les distensions. Déjà que entre le Bénin et le Niger, il n'y a plus de relations diplomatiques. Et les relations non plus ne sont pas au beau-fils avec la Côte d'Ivoire. Déjà avec la France, c'est clair, il y a une rupture claire et nette et sans ménagement. Bon, maintenant, oui, bien sûr, mais risque sécuritaire, pas du tout. Risque sécuritaire, pas du tout. Les armées vont continuer à travailler à sécuriser les pays, mais le risque quand même terroriste, il est permanent. Aujourd'hui, les Africains, les États africains vivent avec. Donc il faut s'attendre à tout moment à des frappes, et partout d'ailleurs. Donc voilà pourquoi il vaut mieux qu'on plaide pour que les pays puissent à un moment donné enterrer la hache de guerre, se regarder en face et travailler pour que effectivement le mal soit profondément traité. Au Niger, y a-t-il donc est-ce que cette attaque peut-elle servir de justification, par exemple, à l'endurcissement du pouvoir ou de la prise de nouvelles mesures sécuritaires? Oui, de nouvelles mesures sécuritaires, évidemment que c'est nécessaire, parce que à chaque fois, il faut monter le niveau. Ça veut dire que les djihadistes, enfin les terroristes et les mercenaires, aidés par ceux qui éventuellement les sponsorisent, et ne vont pas s'arrêter, parce que c'est une question de suivi pour les instigateurs, notamment les impérialistes. Donc, comme ils n'ont plus accès aux ressources. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé, comment les États-Unis traitent le pétrole vénézuélien. Vous avez vu aujourd'hui les nouveaux défis diplomatiques auxquels le monde est confronté, la question du Groenland, la question de l'Iran, etc. Donc aujourd'hui, beaucoup de pays dits de droits de l'homme, qualifiés de grande diplomatie, ne ménagent plus, outre mesure, le droit international. Donc, c'est des gens qui jettent leur dévolu tout simplement sur les pays où ils peuvent avoir ce dont ils ont besoin. Donc, dans ce contexte, oui, effectivement, que dans nos pays, nous devons augmenter le maximum possible le niveau de sécurité. Et ça ne peut pas se faire sans les populations. Donc les populations doivent aussi coopérer en cette matière. Justement, parlant de population au Mali, au Burkina comme au Niger, les populations se montrent à chaque fois solidaires après des attaques ou des tentatives de déstabilisation. Comment expliquer cette posture selon vous? Oui, et il y a une chose qui est fantastique dans l'AES, c'est la population. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de la lutte, elle est portée et même soutenue par la population, parce que les populations ont compris l'utilité et la nécessité de cette lutte. Et sans doute qu'elles ont compris aussi que la vraie liberté, comme je l'ai dit tantôt, elle n'a pas de prix. Donc tous les jours, les attentats font des morts, font des dégâts, mais malgré tout, les populations de l'AES se relèvent et avancent et ne laissent aucune place au doute, aucune place au reculement. Donc je pense que c'est des populations à féliciter. Mais justement, la particularité ici, c'est de solidarité exprimée vis-à-vis de régimes militaires qualifiés à l'extérieur ou à l'international de junte. Oui, mais vous savez que l'expression junte, elle est venue des médias que vous connaissez et des responsables que vous connaissez. Donc, les autorités de l'AES ne sont pas du tout des juntes. C'est vraiment des gens qui ont une légitimité. Et puis, figurez-vous que ces autorités militaires-là, bien que certains les qualifient de juntes, sont même plus légitimes au vu de leur population, parce que les populations les soutiennent, et c'est déjà ça. D'autres tentent de faire des élections sans être en réalité légitimes. Donc je pense que le mot légitimité ne doit pas être utilisé à tort et à travers ou galvaudé. Donc je pense que les autorités de l'AES font une avec leur population, et c'est le plus important. Et dans ces conditions, peut-on croire que ce serait peut-être difficile qu'un des trois régimes actuellement au pouvoir au Mali, au Burkina ou encore au Niger subissent un renversement parce que les populations se montrent solidaires vis-à-vis d'eux? Oui, mais justement, les pouvoirs de l'AES ont appris désormais à vivre avec le risque. Donc le risque, il est palpable, il est permanent, à l'image des nombreuses tentatives de déstabilisation auxquelles on assiste, que ce soit au Mali, au Burkina et puis au Niger. Donc, bon, le Niger un peu moins, le Niger beaucoup moins que les deux autres pays, parce qu'on n'a pas souvenance que depuis que le président Abdraman Tiani est là, qu'il y a eu une tentative en tant que telle de renversement. Mais dans les autres pays, on a vu que des militaires même qui sont membres
fondateurs des instances dirigeantes de ces pays ont essayé de renverser. Donc je pense globalement que oui, l'AES vit désormais avec le risque et ils en ont conscience. Et que c'est cette conscience et la détermination de la population, le soutien de la population qui constitue les carburants de la lutte.